dans une espèce de petite niche, une espèce d'environnement qui le protège, qui l'entretient et qui favorise son développement. Les CAR-T jouent aussi sur cet environnement-là en modifiant un petit peu cet environnement-là pour le rendre moins favorable au développement et à la prolifération du cancer. Et comment c'est produit, les CAR-T? Alors, comme je disais, les CAR-T, ce sont des super lymphocytes, des lymphocytes qui ont été modifiés. Dans les données que je vais vous présenter, les CAR-T, ils proviennent de lymphocytes de patients qui ont soit des leucémies lymphoblastiques aiguës ou des lymphomes issus à grande cellule B réfractaires. Alors, comment on les récupère? On les récupère en fait par une technique qui s'appelle une aphérèse. Donc, c'est un processus par lequel on va filtrer le sang puis séparer les différents éléments, entre autres par centrifugation, pour aller chercher juste nos lymphocytes. Une fois que les lymphocytes vont avoir été prélevés, le reste du sang va retourner au patient, puis nous, on va prendre les cellules pour les envoyer dans un laboratoire très spécialisé, un centre de thérapie cellulaire avec des niveaux très élevés de certification. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dans. C'est ce que j'ai représenté, en fait, c'est ce qui est représenté ici dans l'encadré. Quand les cellules vont arriver dans le centre de thérapie cellulaire spécialisé, ils vont d'abord être activés. Activés parce qu'il faut qu'elles soient dans un état pour pouvoir recevoir l'ADN nécessaire pour produire ce nouveau récepteur. Donc, ce récepteur-là, comme je vous l'ai dit, c'est un gène, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est fait dans le laboratoire. Alors, il faut le transférer à l'intérieur du lymphocyte pour que dorénavant, le lymphocyte T le reconnaisse comme étant son ADN à lui et continue de le reproduire pour qu'il y en ait plein à sa surface. Alors, comment on fait ça? On infecte littéralement les lymphocytes T par un virus qui va lui transmettre à l'intérieur l'ADN qu'on aura mis au préalable dans ce virus. Il faut savoir que les virus, ils sont inactivés. Ce n'est pas des virus qui vont causer une infection quand on va les réinfuser. Jusqu'à maintenant, à ma connaissance, il n'y a pas eu de réplication décrite de ces virus. Une fois que le virus va avoir transféré son ADN à l'intérieur du lymphocyte T, on va expandre nos cellules. On en veut beaucoup. On veut les faire proliférer pour ensuite, bon, évidemment, contrôler la qualité, le purifier et le collecter, le préparer en vue du retour au patient. Il faut comprendre que ce qui est dans l'encadré peut prendre 2 à 3 semaines, mais il peut y avoir des délais, entre autres, avant d'éligibilité, d'évaluation, de transport. Pendant ce temps-là, on pourrait avoir besoin d'administrer une chimiothérapie en attendant cette production-là des CAR-T. Une fois que les cellules sont revenues dans le centre qui vont recevoir, où le patient est, où éventuellement il va recevoir ces CAR-T, on donne une chimiothérapie d'intensité, je dirais, faible à modeste, dont l'objectif est en fait de rendre le corps du patient plus accueillant pour ces CAR-T, pour faciliter l'arrivée des CAR-T puis faciliter leur expansion. Qu'il n'y a pas vraiment de notion de rejet ici parce que c'est les propres lymphocytes du patient. Donc, c'est vraiment une chimiothérapie pour s'assurer que le corps du patient est plus accueillant. Donc, une fois qu'ils sont infusés, les CAR-T, ils vont s'expandre. Parce qu'en fait, comme j'ai dit tantôt, les CAR-T, ce sont des lymphocytes T modifiés, un peu comme des têtes chercheuses. Donc, dès qu'ils rentrent dans le patient, la première chose qu'ils vont voir, c'est le fameux cancer, puis ils vont s'expandre. Parce que quand ils s'expandent, c'est le produit du fait qu'ils ont reconnu leur antigène, qu'ils veulent l'attaquer et qu'ils l'avancent. Cette expansion-là, elle est très, très variable entre les receveurs, puis malheureusement, elle n'est pas garantie. Elle est influencée par plusieurs facteurs, dont entre autres les différents types de construction de CAR-T, les différents cytokines que les CAR-T produisent. Les cytokines, c'est comme des cellules qui permettent la communication entre les différentes cellules, et l'état clinique du patient qui les reçoit. Cette expansion-là engendre des effets secondaires particuliers. Il y en a 3 que j'aimerais davantage développer avec vous ce soir. D'abord, le syndrome de relargage cytokinien, la neurotoxicité et la déplétion de lymphocytes B. Le syndrome de relargage cytokinien, en fait, c'est relié aux cytokines. Donc, les cytokines, ce sont des espèces de transmetteurs qui permettent aux cellules de communiquer entre elles. Elles sont libérées par les cellules du système immunitaire, puis peuvent réguler l'activité et la fonction des autres cellules autour. Le syndrome de relargage cytokinien, il survient suite à une production massive et exagérée de cytokines, entre autres par les CAR-T, mais les autres cellules environnantes. L'interleukine 6, c'est la principale cytokine problématique du syndrome de relargage cytokinien. Je vous ferai une analogie avec une tempête de neige pour comprendre un petit peu le concept de relargage cytokinien. Alors,
Quand on fait une infection, notre corps, de façon tout à fait physiologique et adéquate, produit des cytokines. Les cytokines, ça permet entre autres de monter une réaction inflammatoire qui va nous aider à éliminer cette fameuse infection. Quand il y a une production massive d'interleukine 6, comme par exemple quand il y a une expansion importante des CAR-T, le problème, c'est que l'interleukine 6 se lie à son récepteur puis se met à activer toutes sortes d'autres cellules qui normalement ne devraient pas être activées. Donc, c'est un peu comme une tempête de neige. On veut un petit peu de neige sur la montagne pour aller en ski, mais on ne veut pas sortir le matin de la maison et se rendre compte qu'il y a 2 mètres de neige par-dessus la voiture. On veut vraiment avoir les choses aux bonnes places. Heureusement, il y a un médicament qui nous permet de bloquer le récepteur de l'interleukine 6 et qui peut contribuer à calmer cette tempête dans une portion appréciable de patients. Le syndrome de relargage cytokinien, il y a plusieurs symptômes. Ça ressemble à une grippe très, très, très sévère. On fait de la température, 38, 39, 40, 41 pendant 3, 4, 5, plusieurs jours. Il peut y avoir une chute de tension artérielle. On peut avoir besoin d'oxygène. Typiquement, on a des douleurs musculo-squelettiques, des courbatures, comme la vraie grippe. Mais ça peut aller jusqu'à de l'insuffisance ou une défaillance des organes, comme par exemple le foie et les reins. Il peut y avoir des syndromes de fuite capillaire. Les syndromes de fuite capillaire, c'est quand le tonus, entre autres, de nos veines ne tient pas, puis le liquide dans nos veines, au lieu d'y rester, s'en va tranquillement dans les tissus. Donc, ça se traduit par quelqu'un qui est très, très enflé. Les coagulopathies, c'est aussi un problème qu'on peut observer. Les coagulopathies, c'est relié à la coagulation du sang. Donc, quand on a un syndrome de relargage cytokinien, ce qui se passe, c'est que notre aptitude à faire des caillots devient moins bonne. Donc, on est plus à risque d'avoir des complications de type saignée. Le syndrome de relargage cytokinien, il survient relativement précocement. Typiquement, dans les 6 jours après l'infusion, le plus souvent le lendemain ou le surlendemain. La durée, elle est variable. Il y a des gens, c'est plus 3 jours, des gens, c'est plus 2 semaines, mais ça tourne autour d'une semaine. Le diagnostic, il est clinique. Il n'y a pas de tests, d'analyse sanguine, d'imagerie ou de marqueurs disponibles assez rapidement. Parce qu'il faut agir rapidement quand ça survient. C'est vraiment comme une tempête de neige. Il ne faut pas attendre qu'il y ait 2 mètres de neige sur la voiture avant de vouloir sortir de la voiture. Il faut agir un petit peu plus tôt. Alors, la prise en charge, elle repose vraiment sur l'évaluation des signes vitaux, l'évaluation globale du patient. Donc, ce que je vous propose, c'est juste de voir un petit peu l'échelle de sévérité de ce syndrome de relargage cytokinien pour vous donner une image de ce à quoi ça peut ressembler. Donc, un grade 1, c'est évidemment un grade plus léger et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la présentation, je vais vous montrer des grades un petit peu plus sévères de ce syndrome de relargage cytokinien. Le grade 1, c'est le patient qui présente la température, 38, 39, les courbatures, la douleur, la fatigue. La tension artérielle et les niveaux d'oxygène sont adéquats. Le grade 2, la température se poursuit, mais la tension artérielle est un petit peu plus difficile. Puis on a besoin d'hydratation, on a besoin de soluté un petit peu pour améliorer la tension artérielle. Puis on pourrait avoir, par exemple, besoin d'oxygène, une petite lunette nasale, des besoins modestes en oxygène. Le grade 3, la fièvre, elle est définitivement persistante. Et il y a une chute de tension qui, malheureusement, maintenant nécessite l'administration de médicaments pour être maintenue. Et on a un besoin d'oxygène beaucoup plus important. Je vous dirais que souvent, au niveau du grade 3, ça se traduit par une transition vers les soins intensifs. Il est possible que les transitions aux soins intensifs arrivent un petit peu plus tôt au grade 2, histoire de ne pas se rendre trop sévère, parce que c'est vraiment comme une tempête de neige. Ça commence et la tempête arrive rapidement, donc il faut réagir assez rapidement. Le grade 4, la fièvre persiste. Il faut plusieurs médicaments pour maintenir la pression. Puis l'oxygène ne va plus du tout. Ça peut aller jusqu'à avoir un besoin d'intubation et de ventilation mécanique. Qui va faire des syndromes de relargage cytokinien? Typiquement plus les jeunes. Il y en a définitivement plus en leucémie lymphoblastique aiguë qu'en lymphome diffus à grande cellule B. Ceux qui ont des charges tumorales importantes, c'est-à-dire des moelles, par exemple, très infiltrées par une leucémie lymphoblastique aiguë, ou encore des patients qui ont des diffus grandes cellules B avec de très, très gros ganglions. Et l'état inflammatoire de base. Donc, je viens de vous expliquer que le syndrome de relargage cytokinien est un problème relié au fait qu'il y a trop de cytokines, entre autres relié à l'interleukine 6. Si le patient a déjà une infection, dans son corps, il y a déjà un bassin important de cytokines. Alors, de donner des CAR-T dans ce contexte-là ferait vraiment une escalade de cytokines qui ne serait pas souhaitée, de sorte qu'en infection, c'est préférable de reporter l'infusion de CAR-T. Même chose pour la maladie.
Parfois, il y a une prolifération très rapide de la maladie qui peut générer un état inflammatoire qui pourrait augmenter les risques de toxicité de ce type de traitement. Le type de lymphodéplétion, donc ça, c'est la chimiothérapie qu'on donne avant l'infusion de CAR-T, a aussi un impact sur le risque de syndrome de relargage cytokinique. Évidemment, s'il y a une grande expansion, bien, il y a plus de chances qu'on ait un relargage cytokinique. L'expansion, par contre, on la constate seulement après. Je vous rassure, la vaste majorité des syndromes de relargage cytokinien sont réversibles, mais sont réversibles au prix d'une reconnaissance précoce de ce syndrome et surtout une prise en charge très rapide. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas vraiment de tests qui sont fiables assez rapidement, parce que si on attend que les tests soient faits, qu'on attend que les imageries soient faites, la tempête, elle a continué, puis elle a pris trop d'envergure pour qu'on puisse la ramener facilement. Quel est le traitement du syndrome de relargage cytokinien? Donc, le tocilizumab, qui est un anticorps qui bloque le récepteur de l'interleukine 6, est vraiment la clé. C'est vraiment le choix. Si le tocilizumab ne fonctionne pas, puis ça, c'est une minorité de patients, il faut considérer les corticostéroïdes. Mais il faut faire bien attention, parce que contrairement au traitement qu'on est habitué d'utiliser en lymphome ou en leucémie lymphoblastique aiguë, les corticostéroïdes, ils peuvent détruire les CAR-T. Ils peuvent détruire les CAR-T comment? C'est parce que ce sont des cellules vivantes. Ce sont des cellules médicaments, les CAR-T. Les corticostéroïdes, ils vont calmer le syndrome de relargage cytokinien, entre autres en détruisant les lymphocytes, en diminuant les cytokines. Donc, quand on utilise les corticostéroïdes, ça peut être tout à fait approprié, mais il faut que ça soit à un moment bien évalué pour balancer les risques et bénéfices entre les risques de détruire les CAR-T et le bénéfice de ne pas continuer avec des toxicités qui seraient trop importantes. Au niveau des neurotoxicités maintenant, donc ça c'était pour le syndrome de relargage des cytokines. La neurotoxicité, c'est des manifestations très diverses. C'est des gens qui peuvent présenter simplement une difficulté d'attention, la difficulté à trouver le bon mot, la difficulté à écrire ou à attacher les boutons de leur chemise. Mais ça peut aller jusqu'au tremblement, la convulsion et à l'édème cérébral. Qui va faire des neurotoxicités? C'est presque les mêmes facteurs de risque que le syndrome de relargage cytokinien, sauf qu'il y a certains CAR-T qui ont un petit peu plus de neurotoxicité que les autres, entre autres ceux qui ont un domaine de signalisation à l'intérieur du lymphocyte qui repose sur le CD28. On pourra voir après dans les études qui comparent les différents médicaments. Le mécanisme est encore mal compris. On pense qu'il y a une activation des cellules des vaisseaux par les CAR-T et qu'il y aurait un bris de la barrière hémato-encéphalique qui ferait que les CAR-T iraient circuler dans l'enveloppe du cerveau, même si au final, l'antigène n'est pas là. Il y aura un rôle important de l'interleukine 1 par opposition à l'interleukine 6 dans le syndrome de relargage cytokinien. Il faut savoir que la neurotoxicité, elle est un petit peu différente du syndrome de relargage cytokinien, en ce sens que le syndrome de relargage cytokinien, il arrive une fois, c'est vraiment exceptionnel qu'il va en avoir d'autres dans le futur. La neurotoxicité, elle peut survenir soit pendant le syndrome de relargage cytokinien en même temps que lui, ou après, sans syndrome de relargage cytokinien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver deux fois. Il pourrait en avoir pendant le syndrome de relargage cytokinien et après. Les corticostéroïdes sont vraiment une clé dans la prise en charge de la neurotoxicité. Et quand la neurotoxicité survient sans syndrome de relargage cytokinien, il n'y a vraiment pas de bénéfice là, à aller avec des bloqueurs des récepteurs de l'interleukine 6 comme le tocilizumab dont je vous ai mentionné un petit peu plus haut. Le troisième et dernier effet secondaire dont je voulais vous parler, c'est la déplétion des lymphocytes B normaux. Alors, comme j'ai expliqué un petit peu dans le schéma de la cible, de l'antigène qui est attaqué par les CAR-T anti-CD19, CD19, il est sur nos bons lymphocytes. Il va détruire nos cancers hématologiques qui portent CD19, mais malheureusement aussi nos bons lymphocytes. Qu'est-ce qui arrive quand on a moins d'anticorps? En gros, ça se manifeste par des infections. Un des produits sanguins qu'il faut par les banques de sang, c'est des gamma-globulines qui sont des dérivés de donneurs et qui peuvent être administrés soit intraveineux à l'hôpital ou subcutanés à la maison. Maintenant, si on regarde les applications cliniques, donc j'aimerais qu'on survole ensemble la leucémie lymphoblastique aiguë et le lymphome diffus à grande cellule. Je vous ai ici présenté la valeur thérapeutique reconnue par l'INES du tisagent d'éclucelle. En fait, c'est le nom du CAR-T qui a démontré des données probantes en leucémie lymphoblastique aiguë.
Alors, le petit agent d'écleucel est le CAR-T anti-CD19 qui a eu une valeur thérapeutique reconnue dans les états réfractaires ou récidivisants après une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, dans un état inéligible à une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou après 2 rechutes. Pour être éligible à ce type de traitement, il faut que la leucémie exprime le CD19. Il faut avoir un état de performance adéquat. Avec les effets secondaires que je viens de vous parler, évidemment, il faut être capable de partir avec un certain bon état général. L'âge a été défini de 3 à 25 ans en raison de la population chez laquelle le produit a été utilisé et l'espérance de vie doit être d'au moins 12 semaines. Si on a déjà reçu un traitement anti-CD19 au préalable, comme par exemple le blinatumomab en leucémie lymphoblastique aiguë, on ne pourrait pas être éligible à ce type de traitement. Alors, si on regarde en détail l'étude elle s'appelle ELIANA, donc c'était l'utilisation du CAR-T anti-CD19 en leucémie lymphoblastique aiguë plutôt pédiatrique jusqu'à 21 ans. Donc, au diagnostic, les gens pour entrer dans l'étude avaient de 3 à 21 ans. Vous remarquerez qu'il y avait 92 patients qui sont entrés dans l'étude, mais seulement 75 patients sont infusés. Une partie de ça est malheureusement due au fait que pendant le processus de manufacture, il peut arriver qu'on perde le contrôle sur la maladie puis qu'on ne soit pas capable d'attendre que nos cellules reviennent. Il y a d'ailleurs 87% des patients qui ont reçu une chimiothérapie en attendant la production de ces fameux CAR-T. Les gens qui étaient enrôlés dans cette étude-là étaient des gens qui avaient des bien mauvaises maladies, des gens avec des maladies très agressives. La majorité avait eu une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Il y a des patients qui avaient reçu jusqu'à 8 lignes de chimiothérapie différentes. Le temps médian entre l'entrée dans l'étude et l'infusion, c'était 45 jours. Si on regarde les résultats, l'étude d'ELIANA a rapporté un taux de réponse à 3 mois de 81%. C'est très bon dans le contexte que ce sont des maladies très méchantes qui, habituellement, avec les options qu'on avait, arrivaient seulement à une fraction de ce chiffre. Il y a seulement 8% des patients dans cette étude qui n'avaient pas de réponse. Quand on regarde l'évolution de ces patients-là, vous avez ici une courbe qui décrit... C'est dommage que je ne puisse pas faire le pointeur. Vous avez donc une courbe, et en fait, la courbe part à 100%, puis au fur et à mesure qu'il y a une rechute, la courbe, elle descend. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'après 10 à 12 mois, on a 66% des patients qui maintiennent leur réponse jusqu'à 12 mois. Alors, l'étude se poursuit, le suivi pour les patients se poursuit. Les données publiées sont celles que je vous présente, mais c'est drôlement intéressant pour des très mauvaises maladies pour lesquelles on avait très peu d'options avancées. Les effets secondaires de l'étude d'ELIANA, donc je vous présente les effets secondaires qui sont survenus dans les 2 premiers mois parce que c'est là vraiment où est-ce qu'on voit le maximum d'effets secondaires. Je vous ai déjà parlé du syndrome de relargage stockhinien. Il faut comprendre qu'il y a quand même 3/4 des patients, 77% des patients qui ont subi ce syndrome de relargage et de stockinie et presque la moitié ont été admis aux soins intensifs pour ce syndrome. 13% ont eu besoin d'une intubation pour un support ventilateur. Donc, c'est vraiment quelque chose de notable ici. La survenue de ce syndrome de relargage stockhinien était en moyenne 2 jours, en médiane 2 jours après l'infusion et durait 8 jours. Les neurotoxicités, c'est quand même 40% des patients, dont 13% qui ont eu une atteinte sévère. Donc, je saute maintenant au lymphome diffus à grande cellule. En leucémie lymphoblastique aiguë, il n'y a qu'un seul CAR-T qui est celui qui s'appelle petit agent d'écleucel. En lymphome diffus à grande cellule B, il y a 3 principaux CAR-T. Je vous les ai présentés ici en ordre de suivi publié. Donc, le premier est celui qui a le plus long suivi publié et on descend là, avec les 2 autres. Alors, il y en a 3. Il y a encore des noms un petit peu longs. Donc, l'axicaptagène siloleucel, qui est un des CAR-T en diffus grande cellule B, le petit agent d'écleucel, qui est le même que celui qu'on vient de parler en leucémie lymphoblastique aiguë, et le JCAR17. Alors, ce sont 3 CAR-T qui ont une cible, la même cible contre le CD19. Ce qu'ils ont de particulier, c'est que l'axicaptagène siloleucel, son domaine à l'intérieur qui active le lymphocyte T s'appelle le CD28. Le CD28, c'est un marqueur d'activation précoce normalement du lymphocyte T. Il favorise vraiment une grande expansion, une expansion presque explosive. Les 4-1 BB ont une bonne expansion, mais des fois plus une persistance.
Les vecteurs, donc les vecteurs, ce que je veux dire par vecteur, c'est comment le gène du CAR-T est transféré dans le lymphocyte. Ce sont tous des virus, comme vous pouvez voir, et l'axicaptagène, c'est un rétrovirus. Le lentivirus est utilisé par le petit agent d'éclocelle et le JCAR17. Tous ces CAR-T sont vraiment tous faits à partir de lymphocytes. La particularité de JCAR17, c'est que non seulement on part d'une population de lymphocytes T, mais on part également d'une population qui va être définie en CD4 et CD8, qui sont des espèces de sous-classes de lymphocytes T avec des propriétés différentes, tout ça dans l'objectif d'avoir différents profils au niveau d'efficacité et de tolérance. Encore une fois, ici, je vous présente l'opinion sur la valeur thérapeutique de l'INES. Donc, autant le petit agent d'éclocelle que l'axicaptagène silolucel ont été évalués et la valeur thérapeutique a été reconnue par l'INES en diffus grande cellule B récidivant ou réfractaire. L'axicaptagène silolucel a également été reconnu en lymphomédiastinal primaire à grande cellule B. Les critères d'éligibilité minimaux pour les deux types de CAR-T, ça doit être un état réfractaire ou récidivant après au moins 2 lignes de traitement. Encore une fois, il faut une expression du CD19 par le lymphome, un ECOG, c'est-à-dire un état de performance très bon, et une espérance de vie d'au moins 12 semaines. Et s'il y a déjà eu un traitement anti-CD19 au préalable, on ne pourrait pas être éligible à ce type de traitement. Alors, encore une fois, les différents CAR-T sont présentés en termes de longueur de suivi, du plus long au plus court de suivi. Ceux qui se demandaient si le JCAR17 a eu une valeur thérapeutique reconnue ou pas, donc à ma connaissance, là, il n'y a pas d'opinion sur la valeur thérapeutique publiée jusqu'à maintenant là, des différentes autorités gouvernementales. Alors, l'axicaptagène, le petit agent d'éclocelle et le JCAR17 en diffus grande cellule B, c'est à peu près la même population. Tous des diffus grande cellule B, sauf encore une fois l'axicaptagène silolucel qui est sur des primaires médiastinaux. Et donc, il y avait 8 patients qui avaient des lymphomes primaires médiastinaux. Dans l'étude ZUMA, qui était celle qui étudiait l'axicaptagène silolucel, la fameuse chimiothérapie en attendant la production des CAR-T n'était pas permise. Malgré ça, on rend compte qu'il y avait 119 patients qui ont été enrôlés dans l'étude et 108 patients qui ont réussi à avoir leur CAR-T. Dans l'étude Juliette, avec le petit agent l'éclocelle, il y a 165 patients qui ont participé, mais seulement 111 qui ont reçu le CAR-T. Dans cette étude, la chimiothérapie en attendant les CAR-T était permise. Il a même été reçu dans 92 des patients. Dans l'étude Transcend, il y a 72 des patients qui ont reçu une chimiothérapie en attendant. Quand on regarde le suivi médian, donc en fait, évidemment, dans les études, les patients continuent d'être suivis. Le suivi que je vous présente ici, c'est le suivi qui a été publié. Alors, l'axicaptagène silolucel, le suivi médian des gens dans cette étude-là, c'était 27 mois, donc un petit peu plus que 2 ans. On se rend compte qu'il y a 58 de rémission complète et 83 de réponse. C'est drastiquement plus élevé que ce qu'on s'attend chez des patients qui sont réfractaires à des chimiothérapies d'emblée, comme une population qui était enrôlée dans l'étude. Le temps médian à la réponse est quand même rapide, dans 2 mois. Puis si jamais dans les premiers mois, on a seulement une réponse partielle ou une maladie stable, la médiane de conversion vers une réponse complète est quand même assez précoce aussi et survient dans les 6 mois. Dans l'étude Juliette, le suivi médian est de 14 mois et on observe 40 de rémission complète et 52 de réponse. La durée médiane de cette réponse est non atteinte. Et dans l'étude Transcend avec JCAR17, un suivi un petit peu plus court, 55 de rémission complète, 75 de réponse, avec une bonne évolution dans tous les 3 cas, c'est une rémission complète. C'est bien important de se rappeler ici que je vous les présente une à côté de l'autre, mais elles n'ont pas été comparées. Donc, c'est très difficile d'extrapoler d'un à l'autre lequel a le meilleur taux de réponse, le meilleur bénéfice au long cours. Ce qui est très intéressant en CAR-T, c'est que leur efficacité semble présente, peu importe les facteurs de mauvais pronostic que traditionnellement les docteurs on utilise avec les traitements d'immuno ou de chimiothérapie dans les lymphomes. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On n'était pas capable d'isoler dans les études des facteurs qui disaient ou qui laissaient croire que le CAR-T fonctionnerait moins dans un sous-groupe ou mieux dans un autre. L'impact de l'expansion, alors, la fameuse expansion des CAR-T avec l'axicaptagène silolucel, une grande expansion, semble prédire une réponse soutenue 24 mois plus tard. Par contre, dans l'antigène d'éclocelle, il n'y a pas de corrélation avec la réponse. Alors,
Ça met l'emphase ici sur le fait que chacun des CAR-T est très différent dans leur production et dans leur administration. C'est très difficile de comparer un avec l'autre. Ici, je vous présente encore une fois l'évolution des patients. Donc, la ligne verte représente les patients en rémission complète, la ligne rouge, les patients en rémission partielle. Et quand vous regardez l'axe avec les mois ici, on voit qu'au long cours, on a une excellente évolution avec, à 2 mois, 72% des patients qui n'ont pas eu de progression. Ici, à côté, je vous ai mis l'évolution de ces patients-là si on leur avait donné de la chimiothérapie conventionnelle. On voit clairement que la courbe descend plus bas, ça veut dire qu'il y a définitivement plus d'événements. Ici, 20% seulement des patients qui étaient encore en vie à 2 ans. Donc, c'est vraiment des résultats qui sont quand même très prometteurs. L'étude Juliette, on retrouve à peu près la même chose. Vous avez en ligne bleue les patients qui étaient en réponse complète. Donc, si on regarde l'évolution, la progression, c'est vraiment des données très intéressantes. Au niveau des toxicités maintenant, alors, on a parlé du syndrome de relargage cytopénien, on a parlé de neurotoxicité, des anticorps. Ici, je vous ai présenté que les grades 3 et 4, donc les plus sévères. Ce qu'on voit, c'est que l'axicartagène siloleucel, il y a un peu moins de syndrome de relargage cytopénien, donc 11%, que le tizagène-léclucel, 22%. Et JCAR17, qui est celui qui a le ratio spécial de sous-type de lymphocytes T, CD4 et CD8, a 1% seulement de syndrome de relargage cytopénien. Les neurotoxicités de grade 3 et plus, il y en avait quand même un tiers des patients avec l'axicartagène siloleucel et seulement 12% et 15% avec le tizagène-léclucel et le JCAR17. Je vous ai parlé de la déplétion lymphocytaire B avec l'anti-CAR-T. Alors, dans l'étude Zuma et Juliette, il y a un tiers des patients qui recevaient au long cours des gamma-globulines pour pallier cet effet secondaire. Ce qui est intéressant de plus, c'est qu'au congrès, international d'hématologie aux États-Unis, qui a eu lieu en décembre dernier, on a pu voir les données d'utilisation de ces CAR-T en dehors des études cliniques aux États-Unis puisqu'ils y sont remboursés. De façon très intéressante, dans 2 institutions différentes, ils ont trouvé exactement à peu de pourcentage près le même taux d'efficacité et de toxicité que ce qui est retrouvé dans les études. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vous comprendrez qu'il y a encore beaucoup de recherches nécessaires. Les lymphocytes T, parfois, on n'est pas capable de les collecter. Le fait de recevoir beaucoup de chimiothérapie ou d'avoir une maladie qui est très agressive, parfois rend nos lymphocytes T un peu épuisés, incapables d'être transformés en des CAR-T. L'autre chose qu'on peut voir, plus souvent en leucémie lymphoblastique aiguë, c'est que la persistance, elle est perdue. Alors, comment on voit ça? C'est que dans le fond, on donne des CAR-T, il y a une excellente réponse, et au fil du temps, les CAR-T perdent, et des fois, la maladie peut revenir. Alors, il y a beaucoup de recherches qui est faite pour optimiser autant le processus de manufacture que les différentes finalités qu'on retrouve une fois l'infusion terminée. L'autre recherche qui se fait beaucoup, c'est dans le fond sur la cible. Je vous ai parlé que c'était des CAR-T anti-CD19, mais comme vous savez, le cancer, son propre, c'est d'essayer de toujours trouver une façon de contourner la façon dont on l'attaque. Alors, il y a beaucoup de recherches sur, par exemple, développer des CAR-T avec 2 cibles, développer des CAR-T qui pourraient avoir des actions différentes ou complémentaires. Les toxicités des CAR-T. Avec ce que je vous ai montré, vous comprendrez qu'on ne peut pas offrir ce traitement-là à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de recherches pour développer des CAR-T qui auraient un profil d'effet secondaire plus facile, avec beaucoup moins de toxicité. Entre autres, il y a des CAR-T qui sont développés avec des interrupteurs. Un petit peu comme des interrupteurs on-off quand vous voulez ouvrir la lumière de votre maison. On pourrait ouvrir l'interrupteur quand on veut que le CAR-T fonctionne, puis le fermer quand il devient très toxique. Donc ça fait partie des pistes d'intérêt. Il y a d'autres recherches aussi qui sont faites sur des CAR-T qui permettent de rajouter un mécanisme de régulation. Parce qu'au moment où on se parle de CAR-T, il n'y a pas de mécanisme de régulation. Il reconnaît sa cible, il va s'expandre, il va la détruire jusqu'à temps qu'on n'en voit pas. Il y a beaucoup de recherches, parce qu'évidemment, c'est très prometteur dans ces 2 entités-là, mais il y a beaucoup de cancers solides qui pourraient avoir des résultats intéressants aussi. Puis il y a d'autres études, en fait, qui sont faites dans d'autres types de lymphomes. Je vous ai mis ici une liste qui n'est pas exhaustive. Je vous réfère entre autres au site clinicaltrials.gov que j'ai mis. En fait, il y a vraiment beaucoup de recherches en CAR-T. Si vous tapez ça, vous allez voir, il y a plus de 300 protocoles ouverts à différents endroits.
Entre autres, en folliculaire, il y a des CAR-T anti-CD19, anti-CD22. En leucémie lymphoïde chronique, il y a aussi des CAR-T anti-CD19 et 22. En lymphome du manteau, anti-CD19. Des lymphomes anaplasiques anti-CD30. Des lymphocytes, des CAR-T anti-CD5 et 7 en lymphome T. En Hodgkin, il y a des CAR-T qui s'en viennent anti-CD30. En myélome, il y en a contre l'antigène BCMA. Et en leucémie myéloïde aiguë, il y en a également des anti-CD33 et des CD anti-CD123. Alors, en conclusion, j'espère réussir à vous convaincre que les CAR-T marquent vraiment une nouvelle ère thérapeutique, où l'efficacité du médicament n'est plus influencée par nos facteurs pronostiques traditionnels. Il faut reconnaître par contre qu'il y a un profil d'effet secondaire particulier qui va varier selon la maladie et le type de CAR-T. Le syndrome de relargage tochinien et la neurotoxicité des CAR-T nécessitent une prise en charge précoce et particulière dans les centres d'expertise. Il y a beaucoup de recherches à faire. Beaucoup de recherches à faire sur où est exactement la place optimale de ce traitement-là dans l'algorithme de traitement. Est-ce qu'il faut vraiment attendre des rechutes ou il faudrait le faire un petit peu plus tôt? Il faudrait éventuellement améliorer le profil de toxicité, mais surtout optimiser l'efficacité. Donc, je termine en remerciant les patients et leurs familles qui ont participé aux études que je vous ai présentées. Ils ont contribué à définir une nouvelle ère thérapeutique qui nous donne des armes efficaces contre le cancer. Merci beaucoup. Nous vous remercions, Dr. Fleury, de partager vos connaissances et votre expertise sur le CAR-T avec nous. Nous prendrons maintenant des questions d'ordre général ou des commentaires à propos de la présentation de notre conférencière. Donc, je vais laisser les gens dans la zone de questions de taper leurs questions, mais il y en avait quelques-unes qui sont apparues durant la conférence. Docteur Fleury, je sais que vous avez parlé dans une des acétates des critères de sélection pour accéder au CAR-T. Est-ce que quelqu'un a posé une question là, pour peut-être un éclaircissement à savoir de matière générale, là, quels sont les critères de sélection? Alors, les critères que j'ai présentés sont des critères minimaux, sont des critères là, qui reposent entre autres sur les études. Il y a plusieurs critères de sélection. Vous comprendrez qu'avec le profil d'effet secondaire, on s'attend à actuellement pouvoir seulement administrer ce traitement-là à des gens qui ont des bonnes fonctions cardiaques, respiratoires, pulmonaires, rénales, hépatiques. Alors, il y a vraiment plusieurs critères là, qui sont évalués avant de dire que quelqu'un peut recevoir ce traitement-là. Et ces critères-là, ils peuvent être dynamiques dans le temps. Évidemment, quand il y a des maladies qui progressent rapidement, la fonction rénale, la fonction pulmonaire, la fonction cardiaque peut varier dans le temps et ça fait partie des critères qui sont évalués avant d'aller de l'avant avec ce type de traitement. Très bien, merci. On a une autre question. Quelle est la pérennité des cellules modifiées? Est-ce que c'est à vie? C'est une très bonne question. Donc, c'est un sujet vraiment d'intérêt qui est suivi dans les études. Donc, ça dépend des CAR-T. Il y a des CAR-T dont la pérennité, elle est meilleure que d'autres. Et la pérennité n'égale pas persistance de réponse. En leucémie lymphoblastique, probablement que ça contribue en partie. En lymphome, c'est peut-être moins important. Alors, on assume que les CAR-T peuvent persister très longtemps, mais c'est très variable d'un médicament et surtout d'un patient à l'autre. Merci. Alors, d'autres questions. Donc, c'est bien, les gens posent. Est-ce inhabituel qu'un traitement tel que le CAR-T passe la barrière encéphalique? Je m'excuse. Donc, la question, c'est est-ce que c'est inhabituel? Est-ce que c'est inhabituel qu'un traitement tel que le CAR-T passe la barrière encéphalique? En fait, le fameux mécanisme de neurotoxicité, on pense que c'est un de ceux-là. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est fréquent que les CAR-T traversent la barrière hémato-encéphalique? On pense qu'il y a certainement de la circulation qui se fait. Tout est une question de quantité, puis une question de... en fait, une question de cytokine et de... En fait, c'est quand même complexe, mais en gros, ce que je vous dirais, c'est que oui, ça circule, peut-être un petit peu plus qu'on pense, puis ça doit contribuer à la neurotoxicité. Merci. Une autre question, puisque maintenant c'est accepté par l'INES,
Est-ce que les patients peuvent recevoir les traitements hors protocole de recherche pour les indications approuvées? Alors, la fameuse question de l'accès, vous comprendrez que le déploiement de ce type de traitement, c'est pas comme commencer à prescrire un nouveau médicament. Alors, pour l'accès, ce que je vous dirais, référez-vous à votre hémato-oncologue. Lui a accès à différentes ressources au niveau gouvernemental là, pour voir quelles sont les possibilités là, disponibles. Merci. Ensuite, donc, une autre question, le CAR-T est quand même relativement récent, on s'entend. Où est-ce que vous voyez ce traitement-là dans 10 ans? C'est aussi une très bonne question. Alors, pour répondre à ça, on va laisser les études qui sont en cours. Il y a plusieurs protocoles de recherche au Canada qui se posent la question. Donc, il y a il y a 3 grosses études qui sont en cours de recrutement où ce qui est fait, c'est que c'est littéralement dès la première rechute. Il y a d'autres études qui sont en cours qui sont déjà en premier. Évidemment, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir un jour se libérer de ces chimiothérapies-là qui donnent autant d'effets secondaires, puis de reposer un peu sur notre système immunitaire, l'armer un petit peu mieux pour pouvoir se débarrasser de ces cancers hématologiques-là. Quand on va y arriver, je ne le sais pas. Est-ce que les CAR-T sont la solution ultime? Probablement qu'ils nous ouvrent la voie vers ça. Quand on va y arriver, là, c'est un peu, c'est un peu de la spéculation, mais je pense qu'on est dans une nouvelle ère thérapeutique là, qui va littéralement changer la face de la prise en charge du cancer. Docteur Fleury, je pense que vous l'avez mentionné là, vers la fin, mais j'ai une question par rapport au myélome. Alors, à votre connaissance, est-ce qu'on a déjà traité un patient avec un myélome pour le CAR-T? Dans les protocoles de recherche, oui. Là, ça a d'ailleurs été publié dans des grandes revues scientifiques dans le New England Journal de médecine. Là, je ne peux pas vous dire à quel endroit ça s'est fait et tout ça, là, mais il y a des études là, clairement là, qui sont déjà publiées avec des patients qui ont reçu des CAR-T en myélome. Très bien. En fait, bon, là, c'est plus des commentaires, puis je vais vous les lire parce que c'est toujours bien de les recevoir. Donc, quelqu'un dit, j'ai reçu mon traitement CAR-T ce lundi. Merci, Dr. Fleury, et tous ceux et celles qui consacrent leur talent et énergie pour trouver des solutions. Merci du fond du cœur. Donc, ça doit faire plaisir. Oui, je vous remercie beaucoup. On croit beaucoup dans ça. Je suis relativement en début de carrière et de voir, d'assister, de participer à l'arrivée d'une telle nouvelle option de traitement, c'est un grand privilège. On vise les barres. Donc, chaque fois qu'on a des nouvelles choses, là, on est très enthousiaste. Alors, un autre petit commentaire, bravo et merci pour votre travail. Et une autre maman qui nous dit, ma fille a reçu un CAR-T à Sainte-Justine le 7 août dernier. Elle est la première à l'avoir reçu au Québec depuis qu'il est commercialisé. Elle n'a aucun effet secondaire dans les semaines qui ont suivi. Sa ponction de moelle la semaine dernière nous a révélé qu'elle est en rémission. C'est extrêmement prometteur et nous y croyons beaucoup. Félicitations, très bonne nouvelle. Alors, donc, on va terminer ici. Nous désirons remercier Novartis, Gilead et Celgene pour leur soutien à l'éducation ayant rendu possible la tenue de cette web diffusion. Nous vous avons fait parvenir un formulaire d'évaluation. Il est important de le remplir afin de nous aider à mieux répondre à vos besoins. Nous vous avons aussi fait parvenir des liens vers notre site Internet pour obtenir des informations sur nos services et sur notre programme de recherche. Surveillez notre site Internet afin de connaître les dates des prochaines webdiffusions à sllcanada.org/webdiffusion. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée. Merci.